Bienvenue à tous à ce webinaire sur évaluer le projet d'innovation sociale en fonction de leur niveau de maturité. Mon nom est Marie-Chantal Paquette, je suis directrice du Réseau québécois en innovation sociale, donc bien contente de vous accueillir aujourd'hui. Ce webinaire vise à présenter les outils des approches évolutives en fonction du niveau de maturité d'un projet d'innovation sociale. Il s'agit d'un outil développé dans le cadre du projet Outils d'évaluation en innovation sociale qui a été financé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec afin de mieux répondre aux besoins des organisations porteuses de projets d'innovation sociale et celles qui les soutiennent. Son but est de créer des outils, bien sûr, d'évaluation qui permettent de comprendre ce que c'est une innovation sociale, de favoriser des projets qui visent à les faire progresser et aussi d'identifier les meilleurs moyens pour les soutenir. Ce projet est porté par Humanovis avec Territoire innovant en économie sociale et solidaire, le TIES, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec, le CETREC, ainsi que le Réseau québécois en innovation sociale, le RQIS. Il s'agit d'un troisième webinaire d'une série de 3, donc le dernier. Tous ces webinaires-là vont être sur le site enregistré et sur le site du RQIS, ainsi que les outils qui sont présentés lors de ces webinaires. J'invite maintenant Maude Nadeau, conseillère en transfert et innovation du CETREC, qui animera aujourd'hui. Donc, bon webinaire. Merci. Merci Marie-Chantal. Donc, bienvenue à tous. Donc, le webinaire d'aujourd'hui se déroule en mode Zoom webinaire. On ne peut donc pas voir votre caméra, vous ne pouvez pas ouvrir vos micros. Comme Marie-Chantal l'a dit, le webinaire sera enregistré. Vous pouvez échanger dans le bloc de discussion, mais si vous avez des questions à poser à nos deux participants, à nos deux conférenciers d'aujourd'hui, mettez-les dans la question là, Q&A, questions-réponses dédiée à cette fin. Et on prendra vos questions là, à la fin des deux présentations. Donc, ce midi, nous accueillons deux intervenants. Gabrielle Salaté-Beaulieu du TIES et Maxime Thibault-Vézina du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. Donc, merci beaucoup à vous deux d'être là ce midi. Donc, Gabrielle travaille au TIES depuis 2016 sur des sujets en lien avec la mesure d'impact social, l'évaluation et l'économie sociale. Donc, il a été bien impliqué là, dans la démarche du projet Outils d'évaluation en innovation sociale. Donc, Gabrielle, à toi la parole. Merci Maude. Je vais commencer par partager mon écran. Ça devrait être fait. OK. Donc aujourd'hui, c'est ça, on va parler, là, je vais vous parler pendant une vingtaine de minutes maximum pour présenter le dernier, les deux derniers outils d'une série qu'on a rendu public le mois dernier. Donc, je vais parler un tout petit peu du contexte de création de ces outils, des références qui nous ont inspirés. Ensuite, je vais rentrer dans la définition, des exemples, des termes qui sont employés dans l'outil. Puis ensuite, on va pouvoir comprendre avec un exemple comment s'en servir. Donc, je plonge là, puis j'insiste sur le fait que ça devrait être assez bref. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment pouvoir d'avoir une conversation avec les participants, de répondre à vos questions. Donc, commencez à en préparer là, dès maintenant. Bon, les outils ont été développés dans le cadre d'un projet sur 2 ans, qui lui-même faisait suite à une préoccupation au RQIS qui existe depuis les tout débuts. Je vais aller assez rapidement parce que David a déjà, dans les webinaires 1 et 2, parlé en détail de la démarche. Là. Mais les grandes lignes, dans le fond, c'est que depuis longtemps, il y a une préoccupation pour avoir se doter d'indicateurs ou pour comprendre comment évaluer dans un contexte d'innovation sociale. Il y avait notamment une recension des écrits qui avait été faite il y a plusieurs années, qui avait été une recension qui avait été faite par David Lontin, justement, qui avait ensuite été adaptée par Luc Dancause sur le thème des indicateurs en innovation sociale. Mais malgré tout, on avait quand même l'impression que c'était pas allé assez loin. Donc, c'est ça, il y a 2 ans, à l'automne 2020, on a lancé un nouveau projet, les Oltis avec le RQIS, sur la thématique des outils d'évaluation et d'innovation sociale. On a invité la plupart des personnes, des organisations qui sont impliquées dans les réseaux du Réseau québécois Innovation sociale à participer à des groupes de discussion. On a ensemble co-construit une série d'outils qu'on vous présente maintenant cet automne. Donc, les outils
Il y a la grille de caractérisation d'un projet avec un potentiel d'innovation sociale. Donc, c'est quoi? Est-ce que le projet que j'ai devant les yeux, c'est une innovation sociale ou est-ce que ça va en devenir une? Ensuite, le schéma du cycle de vie d'une innovation sociale, la grille d'évaluation du niveau de maturité qui va avec le schéma du cycle de vie. Et finalement, ce dont je parle aujourd'hui, là, un tableau sur les approches et méthodes en évaluation en fonction du niveau de maturité d'un projet d'innovation sociale. Je vais également parler un tout petit peu du glossaire parce qu'au final, pour bien comprendre le tableau dont je parle aujourd'hui, il faut être capable faut se référer aux autres, là. Donc, le glossaire, il est en ligne sur le site Internet du RQIS et je vous le recommande. Donc, c'est ça. Les sources d'inspiration pour le tableau dont il est question aujourd'hui, c'est les outils qui le précèdent. Dans le fond, le tableau, il est très simple, mais pour l'apprécier, il fallait d'abord construire les autres outils. Il fallait dire c'est quoi un projet d'innovation sociale. Il fallait être capable de dire également où notre projet d'innovation sociale se situe dans son cycle de vie. On a aussi des références externes là, qui nous ont inspirés. Donc, il y a notamment un petit schéma là, qui a été accompagné d'un article là, qui s'appelle Innovation sociale, la meilleure méthode d'évaluation d'impact dépend de l'avancée des projets. Donc, ça, je vous le montrerai dans quelques secondes. Il y a aussi la Fondation Nesta là, en Angleterre qui écrit beaucoup sur l'innovation sociale. Le glossaire du TIES qui a été développé dans le cadre du projet sur l'évaluation et la mesure d'impact en économie sociale. Et finalement, je vous mentionne là, un outil qui ne nous a pas directement servi d'inspiration parce que il est paru seulement il y a quelques semaines, mais il est extrêmement pertinent au thème d'aujourd'hui, donc je vous le recommande quand même. Là, ça s'appelle Évaluer les prototypes d'innovation sociale, un guide qui a été publié par par le réseau Social Innovation Canada. Donc, ce guide-là permet d'aller creuser plus loin qu'on le fait, une étape en particulier, cette étape étant celle de l'expérimentation et des prototypes. Là. Comment est-ce qu'on évalue les résultats d'un prototype? Bon, je vous disais, c'est ça que Pache et Molek en France avaient fait un schéma qui nous a inspirés. Il n'était pas parfait, disons, il n'était pas adapté forcément au contexte québécois. Il parle d'évaluation d'impact social, alors que dans les faits, c'est juste à la fin, à la fin d'un projet qu'on peut commencer à s'interroger sur son impact et que plutôt en expérimentation, il est trop tôt. Fait qu'il fallait comme corriger le vocabulaire. C'est aussi un vocabulaire qui était très axé sur l'entreprise sociale, avec, par exemple, la phase du modèle économique. Or, en innovation sociale, c'est pas seulement les entreprises sociales qui sont porteuses de projets d'innovation sociale, il y a aussi du communautaire, public, des groupes citoyens. Donc, on s'est inspiré de cette référence-là, mais on l'a adapté aux besoins du Québec. Alors, pour bien comprendre le tableau sur les approches et méthodes en matière d'évaluation d'innovation sociale, il faut comprendre les colonnes, chacune des colonnes qui le composent. Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui, pour vous parler un petit peu plus des définitions. C'est quoi les niveaux de maturité? C'est quoi des objets d'évaluation? C'est quoi des approches des méthodes? C'est quoi des niveaux de preuve? Puis une fois qu'on va avoir couvert ça, ça va être, vous allez voir que l'utilisation de l'outil est très, très simple. Donc, des niveaux de maturité, ils ont été présentés au cours du deuxième webinaire. Donc, vous pouvez voir l'enregistrement sur la chaîne YouTube du RQS. Là. En bref, il y a des grandes phases. Donc, une phase d'émergence, une phase d'expérimentation, une phase de pérennisation à mise à l'échelle, puis parfois une phase d'institutionnalisation. Et chacune de ces grandes étapes sont divisées en niveaux. Donc, on pourrait être au tout début en train d'explorer un problème, un besoin, une aspiration. On pourrait être plus avancé. Donc, ça, c'est pour les niveaux. Ensuite, c'est quoi des objets d'évaluation? Ça, c'est un terme un peu spécial. Là. Par objet d'évaluation, on entend ce qui est observé pour permettre de répondre aux questions d'évaluation. Donc, des exemples, ce serait, on pourrait vouloir évaluer la qualité de la mise en œuvre. Est-ce que le projet, la façon dont on l'a déployé, correspond
à la façon dont on l'avait imaginé. On pourrait aussi vouloir évaluer l'efficience d'une intervention. Donc, est-ce que le rapport entre les résultats qu'on a obtenus puis les ressources qu'on a investies, il est intéressant? On pourrait vouloir connaître l'impact. Est-ce que notre projet il a généré des retombées à long terme pour les publics qu'on avait ciblés? Donc, il y en a toute une série d'objets d'évaluation qui sont détaillés là, dans le schéma que je viens de faire d'apparaître. Donc, voilà pour les objets. Ensuite, des approches. Des approches en évaluation, ça définit la manière dont on va aborder notre évaluation. Donc, ce n'est pas des méthodes, je vais y venir plus tard. Une approche, elle peut s'articuler autour de certains axes. Donc, elle pourrait être plus formative ou sommative. Est-ce qu'on s'intéresse à l'évaluation dans une perspective d'abord d'apprentissage ou est-ce qu'on cherche à apporter un jugement sur la valeur avec l'idée de décider si on va continuer ou pas le programme? Ensuite, la personne ou les personnes qui évaluent peuvent être plus directives ou participatives. Donc, ça peut être une personne experte avec un recul qui vient mesurer un peu la valeur de l'intervention. Ça peut aussi être une démarche beaucoup plus participative qui implique les usagers, les bailleurs de fonds, etc., à toutes les étapes du processus. Ça peut être une approche avec une personne qui est à destination d'un public externe. Le gouvernement du Canada veut savoir si vos activités génèrent les résultats attendus, ou ça peut être initié par l'interne, ça peut être les employés eux-mêmes, le conseil d'administration qui cherche à mieux comprendre qu'est-ce que ça donne, notre activité. Et tandis que des méthodes, donc les approches, vous voyez, c'est comme des choix. C'est une série de choix qu'on fait par rapport à la manière dont on aborde l'évaluation. Les méthodes, ça, c'est des processus qui sont plus standardisés. Mais, et donc, là, il y a des exemples. Souvent, c'est là que la soupe à l'alphabet des méthodes ressort. Là. Donc, ça peut être, on peut dire, ça nous prend une analyse coût-avantage ou coût-bénéfice. On a besoin du SROI, on veut une théorie du changement, ça nous prend des essais randomisés contrôlés. Ça, c'est tous des exemples de méthodes qu'on peut employer en évaluation. Finalement, le niveau de preuve attendu, lui, il correspond à, c'est une référence que la Fondation Nesta. Donc là, je viens de faire apparaître le tableau. Là. Donc, la Fondation Nesta nous dit que plus on avance là, dans notre processus d'innovation sociale, plus on devrait être capable de présenter des mesures crédibles par rapport aux résultats qu'on avance. Donc, quand on est au début, les attentes sont plus légères parce qu'on n'est pas aussi avancé. Puis vers la fin, quand on est rendu à élargir un programme à l'ensemble du Québec, là, il faut avoir comme des preuves scientifiques que ce qu'on fait fonctionne. Donc, on a tout pris ça ensemble pour arriver au tableau. Donc, ce tableau, j'en ai un extrait. Là, ça, c'est la première page. Bon, comment on s'en sert? Si je suis un porteur de projets d'innovation sociale et que je suis, j'ai établi en utilisant les outils précédents que j'étais environ à l'étape 1C, que je suis encore en train d'élaborer une stratégie de réponse aux besoins par une démarche de co-création. Donc, j'ai réuni des partenaires potentiels, des utilisateurs, on a identifié un problème, puis on est encore en train de chercher une solution prometteuse à aller tester. Si je suis rendu là, à cette étape-là, dans mon processus d'innovation sociale, le type d'évaluation que je pourrais faire, ce serait par exemple une évaluation de la pertinence. Donc, est-ce que la ou les solutions que je suis en train d'envisager, elles répondent effectivement aux besoins qui sont exprimés par mes usagers, par mes publics cibles. Donc, je pourrais aller sonder les besoins de mon public cible, puis tester avec eux dans des entrevues, des groupes focus, etc. Est-ce que les solutions suivantes, elles viendraient répondre à votre besoin?
Et donc, une méthode qui pourrait être adaptée à cette étape-là, c'est de modéliser le changement qui est souhaité. Donc, je pourrais utiliser un modèle logique ou une théorie du changement, puis expliciter comment ce que je veux faire va venir générer des résultats qui vont répondre aux besoins. Et à cette étape-ci, ben, tout ce que j'ai besoin, on a créé un nouveau niveau comparé à ce que la Fondation Nesta recommande. On n'a même pas besoin de dire de prouver que notre solution fonctionne. Tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une explication raisonnable de comment la solution elle viendrait répondre aux besoins. On veut démontrer qu'on a une bonne compréhension du besoin. Donc, si un bailleur de fonds, si vous êtes à cette étape d'émergence, au tout début de votre projet, puis que quelqu'un venait vous dire, ben là, vous avez besoin de mesurer votre impact pour aller plus loin, ben grâce à cet outil, vous êtes capable de lui répondre qu'il a besoin de se calmer. Parce que c'est pas le bon moment pour s'engager dans ce type de démarche. Un autre exemple, on est rendu un peu plus loin dans le schéma. Là, vous avez passé à travers l'étape d'expérimentation. Vous avez conçu une série de prototypes ou de tests, puis vous avez obtenu des rétroactions, vous avez raffiné vos solutions en conséquence. Puis là, il y a un premier groupe, comme on appelle ça un milieu preneur immédiat, qui est en train de s'approprier la solution, puis de la mettre en pratique dans ses activités, ses processus réguliers. Ben là, à cette étape-ci, peut-être qu'un objet d'évaluation pertinent pour vous, ce serait d'aller voir la qualité de la mise en œuvre. Est-ce que la solution, telle qu'elle a été, que le public cible immédiat se l'est appropriée, est-ce que elle correspond à la façon dont elle avait été réfléchie? Est-ce qu'elle est bien mise en œuvre? Puis, ça peut être fait dans une logique qui est autant formative que sommative. Et là, ça commence à être le temps à s'intéresser aux changements, aux résultats de l'évaluation. Puis, ça commence à être le moment d'aller interroger les participants, mener des études pour ramasser des preuves préliminaires des changements positifs qui seraient attribuables à votre intervention. Donc, je pense que j'ai terminé. Oui, j'ai terminé. C'est juste ça, l'outil. Donc, l'outil, il vient vous aider à fixer des attentes raisonnables en fonction d'où vous êtes rendu dans votre projet d'innovation sociale. Donc, pour l'apprécier, il faut d'abord se servir des autres outils qu'on a publiés puis présentés dans notre série de webinaires. Puis à la fin, ben, on vous dit, on vous oriente. On ne fait pas l'évaluation à votre place avec cet outil-là, mais on vous oriente vers des choix que nous et le groupe de personnes qui ont participé au processus de co-construction, on trouve raisonnable. Donc, ça va me faire plaisir de répondre aux questions après le témoignage de Maxime. Donc, à toi, Maud. Oui, merci beaucoup, Gabriel. Avant de continuer, s'il y en a qui ont des questions sur le tableau, les approches de Nesta, tout ça, tout est dans le document, tableau approche évaluative. Tous les liens sont là, donc vous pouvez y accéder directement avec la traduction faite par le TIS. Donc, maintenant, j'invite notre prochain invité. Maxime Thibault-Vézina a été participant à la démarche. Puis, il va nous présenter, nous parler de la manière dont lui, il a utilisé les outils dans le cadre de son travail. Donc, on espère que ça va vous inspirer à l'utiliser puis avoir peut-être à faire des liens avec comment vous pouvez prendre ça dans vos milieux ou votre organisation. Donc, Maxime Thibault-Vézina est conseiller en engagement collectif conseiller en engagement citoyen et processus collectif au Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal. Donc, à toi, Maxime. Merci, Maud, pour l'introduction. Merci, Gabriel, pour la présentation. Tout le monde m'entend bien? Donc, je travaille principalement au laboratoire pour un programme d'innovation urbaine dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Montréal en commun. Donc, c'est un projet qui est issu du concours du défi des villes intelligentes par Infrastructure Canada, donc qui a donné
50 millions à la Ville de Montréal pour développer un programme qui allait favoriser des solutions de ville intelligentes centrées sur l'humain. Donc, on parle d'un programme qui est axé sur l'innovation urbaine comme une solution d'aborder des changements issus de la volonté de la métropole de faire la transition socio-écologique. Concrètement, on travaille sur 2 volets, l'alimentation, la mobilité. Tout ça avec une structure de soutien qui est encadrée en termes d'innovation, de participation citoyenne également, puis d'approches technologiques qui sont plus centrées sur l'humain. Donc, on a une vingtaine de projets qui sont portés tant par des universitaires que des organismes communautaires en majorité, mais aussi par des acteurs publics comme la RTM. Donc, on développe par exemple des solutions de mobilité intégrée. On développe aussi des solutions de mobilité de quartier. On développe des solutions en agriculture urbaine, favoriser l'efficacité de la distribution alimentaire à Montréal pour les populations plus vulnérables. Donc, tant des solutions TI que des solutions plus d'innovation sociale en impliquant puis en engageant directement les personnes qui ont besoin de ces solutions-là. L'enjeu avec un programme comme Montréal en commun, c'est que c'est porté par une organisation publique qui n'est pas nécessairement habituée à travailler dans un contexte d'innovation, avec un vocabulaire d'innovation, des méthodologies d'innovation, comme ce qu'on propose dans le cadre de Montréal en commun. Puis, depuis le début, ça créait des petites tensions, des petits problèmes, dans le sens que nous, on proposait des approches qui étaient très centrées sur l'expérimentation, l'agilité, de l'évaluation participative, des choses qui n'étaient pas nécessairement dans la culture organisationnelle. Et des fois, tant même avec nos partenaires qui n'étaient pas nécessairement tous capables d'évoluer dans ce contexte-là, avec ce vocabulaire-là aussi, ces méthodologies-là, ça pouvait créer des petits problèmes de compréhension au niveau des attentes, des perspectives, notamment pour vendre un programme comme Montréal en commun à des décideurs publics ou à des élus. La question qui nous revenait concrètement lorsqu'on proposait des expérimentations, c'était « mais c'est quoi le bénéfice pour les citoyens? » Donc, c'est un projet à très petite échelle. Donc, quel est le bénéfice pour les citoyens? Le bénéfice pour les citoyens, c'est quoi l'impact? C'est quoi l'impact? Et c'était difficile d'avoir des conversations sans comprendre le cadre plus général de où se situe une expérimentation dans le cycle de vie d'innovation, dans le cycle de vie d'un projet. C'était le cas avec nos partenaires, mais c'était aussi le cas avec nos décideurs publics. Et lorsqu'on a commencé à travailler justement de manière collaborative avec le TIES, Manavis, le RQIS sur ces outils-là d'évaluation, on a tout de suite compris que ça venait combler un besoin. Ça veut dire que ça nous donnait un cadre d'analyse qui nous permettait d'avoir des conversations tant au sein de l'équipe, avec nos gestionnaires, puis avec nos partenaires, pour déterminer où les projets en sont. C'est quoi les prochaines étapes? Ça s'inscrit dans quel genre de cycle d'itération qui va nous permettre aussi de vendre que l'expérimentation va être suivie de prochaines étapes également qui vont permettre de faire un changement d'échelle, de faire des réalisations plus grandes, d'institutionnaliser des nouvelles pratiques, etc. Donc, cet outil-là, on a commencé à l'utiliser assez récemment, d'abord dans nos conversations d'équipe, avant même que ce soit rendu public. En fait, on a commencé à utiliser les versions bêta des schémas que le TIES, que Gabriel du TIES, qui travaille aussi sur Montréal en commun, nous partageait. Je ne sais pas si on avait le droit de faire ça. On est désolé si ce n'était pas le cas. Mais bref, on a utilisé les brouillons pour déjà alimenter nos réflexions. Et une fois que ça a été rendu public, une des choses qu'on a commencé de faire, c'est de faire un exercice pour chacun des 20 quelques projets que Montréal en commun supporte, où ils en sont rendus sur la grille d'évaluation. Puis des réflexions, c'est quoi les prochaines étapes? Donc déjà, juste pour avoir ce genre de réflexion-là à l'interne, puis d'amorcer des conversations avec nos partenaires, on voyait tout de suite que la grille venait faciliter, parce qu'elle est très synthèse aussi, venait faciliter juste une première analyse très sommaire, vous en êtes où, puis ça s'inscrit où dans le schéma, puis c'est quoi les prochaines étapes. Donc déjà, très simplement, après, dans les colonnes, on était capable de dire voici ce que ça prend comme indicateur avant d'être capable aussi de passer aux prochaines étapes, de changer d'échelle. Et si l'expérimentation ne fonctionne pas, ben, c'est correct aussi de retourner à la phase d'émergence puis de recommencer une itération. Donc, ça a facilité tant les conversations avec nos partenaires que dans les équipes de travail.
on prévoit que ça va beaucoup faciliter les conversations lorsque ça va être le cas. On commence à utiliser l'outil, là, mais avec les décideurs publics aussi. Donc, notamment, on fait, par exemple, on a commencé à l'intégrer, cet outil-là, dans nos évaluations, puis la documentation qu'on fait, qu'on remet aux élus, qu'on remet aux gestionnaires, sur où en sont les projets, où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, ça permet d'introduire une analyse aussi qu'on fait de chacun des projets. Et d'autant plus que ça va permettre, je pense, potentiellement d'institutionnaliser des pratiques innovantes à la Ville de Montréal à plus long terme. Donc, on espère que ça va être un outil qui va nous permettre de produire un cadre d'analyse pour faciliter les conversations avec les autres services municipaux également, pour vendre l'innovation comme une pratique de gestion de projet, comme une pratique utile pour transition socio-écologique et tout à la Ville de Montréal dans les prochaines années. Donc, on va compter sur votre collaboration, TS Humanovis, RQS et compagnie pour peut-être mettre à l'échelle aussi, changer d'échelle l'utilisation de cet outil-là à la Ville de Montréal. On commence par le tester dans Montréal en commun, puis on verra ensuite pour la suite. Donc, merci beaucoup pour nous avoir impliqués dans cette démarche-là, nous avoir partagé les outils. Pour l'instant, c'est très, très utile. Puis ça va continuer de l'être de plus en plus, je pense. Merci beaucoup, Maxime, pour ces exemples fort concrets. Je pense que les gens souvent souhaitent voir comment ça peut se traduire, tous ces outils-là dans le rôle d'un conseiller. Donc, merci beaucoup pour tes exemples fort éclairants, pour accompagner tes organismes ou pour même avoir une réflexion sur quel projet financer ou en tout cas poursuivre puis discuter avec les partenaires. Donc, pour avoir un langage commun. On a une première question qui s'adresse à Maxime Thibault-Vézina. Donc, pouvez-vous donner un exemple simple d'un projet porté par l'IUM, de son cheminement, de son cycle de vie selon les niveaux de maturité inscrits dans cet outil? Je ne sais pas si c'est une idée de projet que vous présentez. En ce moment, on est en train de faire des fiches de projet avec une évaluation du cycle de maturité pour l'ensemble des projets. Donc, j'ai une petite idée. Notamment pour le projet de la Maison d'innovation sociale, le laboratoire d'innovation civique et pour la réglementation urbaine. J'ai oublié le nom. C'est un projet dont je m'occupe, puis l'acronyme est trop long, désolé. Mais le LISPER, on l'appelle le LISPER, vous pouvez aller voir sur le site de la Maison d'innovation sociale. Vraiment, on réalisait l'étape d'expérimentation était en voie d'être complétée, même si on prévoit encore faire des expérimentations. Donc, à ce niveau-là, ils ont toute la documentation prête qui permet justement de pouvoir dire au niveau de la colonne qu'ils sont prêts à passer à l'étape de changement d'échelle, puis de privilégier l'étape d'institutionnalisation. Et là-dessus, le cadre d'analyse était très clair lorsqu'on examinait le projet, ce qui avait été produit par la Maison d'innovation sociale depuis le début du projet, comme expérimentation, comme résultat, que les résultats étaient bien documentés. Donc, ça nous permettait de vendre un changement d'échelle assez facilement. Puis, le schéma nous a permis de clairement voir que l'institutionnalisation était l'approche qui allait être privilégiée. Donc, la grille a été utilisée pour ça dans ce cadre-là. Ça a été fait, c'est en voie d'être fait d'ici à la mi-octobre pour l'ensemble des projets, mais c'est le cas aussi pour Cantine pour tous qui a développé Mutuali, une plateforme de partage d'équipements de cuisine qui a fait des premières expérimentations dans les premières années, donc des premiers tests avec des utilisateurs potentiels qui ont été documentés, qui ont été analysés, puis avec un plan de pérennisation pour la suite du projet pour le changement d'échelle des solutions. Merci, Maxime. Alors, je sais que ça répondait à la question de la personne, puis elle n'avait pas dit son nom. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire là, dans l'onglet Q&A, questions-réponses, c'est en anglais, juste à côté des deux petites boules, à côté du clavardage. Sinon, la question, c'était plus, est-ce qu'on va pouvoir partager les diapositives de nos présentations? Là? Donc, les webinaires sont enregistrés. Je me souviens plus, c'était quoi notre décision par rapport à ça? On s'est pas positionné sur ça encore. Les webinaires, ils sont vraiment sur le site. Vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va avoir une rencontre et on pourra vous donner des informations si on peut partager soit en PDF les présentations. Merci, Marie-Chantal.
Il y a une autre question qui est arrivée. Donc, Maxime, ton projet autour du partage des ustensiles, projet de cuisine, a eu un questionnement. Là. Donc, quelle était la problématique là, par rapport à ce projet-là de partage d'ustensiles de cuisine, d'où avait le besoin qui ressortait de ça? En fait, oui, le besoin était de permettre notamment un partage plus efficient des ressources qui étaient disponibles actuellement à Montréal au niveau, que ce soit au niveau du transport ou de l'accès à des cuisines ou n'importe quel matériel qui favorisait le transport ou la production, la transformation d'aliments. Donc, il y a des ressources en ce moment à la Ville de Montréal qui ne sont pas nécessairement utilisées à 100%. Donc, Mutuali, la cantine pour tous, proposait un projet dans le cadre de Montréal en commun où est-ce qu'on allait pouvoir mettre en place une solution technologique, une application sur un site web pour favoriser les échanges au niveau du transport, au niveau de la transformation alimentaire, les produits, l'équipement, l'entreposage, etc., pour favoriser entre les organismes communautaires ce genre de partage d'équipements-là, puis gagner en efficience au niveau de notre capacité à produire pour des personnes plus vulnérables à Montréal des denrées alimentaires accessibles. OK, merci. Il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que... Je vais attendre encore un petit peu. Sinon, on peut vous réinviter à aller voir là, les différents outils sur la page du RQIS. Il y a la recension de la littérature qui est là aussi, longue et courte. Le schéma est là aussi. Puis, il y a une page dédiée là, pour le glossaire. Donc, vous avez tous les majorités de mots qui sont répertoriés dans les outils. Puis, vous pouvez circuler, voir qu'est-ce qu'on entendait par accompagnement, action collective. Ouais. Donc, vous avez différentes... Ben, c'est ça, Maud, dans le chat, tu m'invitais à parler davantage du glossaire. Là, je peux essayer de le faire en 30 secondes en espérant que ça fonctionne au niveau technique, mais c'est conçu pour être intuitif. Là. Ah non, pardon. Vous voyez, je n'ai pas partagé le bon écran. Est-ce que vous voyez le site du RQS? Oui. OK. Bon, ben, c'est facile. Donc, on va sur le site du RQS. Le glossaire est là. Puis le glossaire, ben, on a mis beaucoup d'efforts dans le contenu. Là, donc, je pense que c'est le genre d'outil qui tend à être sous-utilisé, là, mais tous les termes qui apparaissent dans l'un ou l'autre des outils qu'on a publiés, ben, ils sont repris dans le glossaire. Donc, si vous vous questionnez sur l'un ou l'autre des aspects, il faut aller chercher une définition puis la consulter. C'est juste ça. C'est pas... Il n'y a rien de surprenant. Puis en attendant, il y a déjà... Merci, Gabriel. Donc, vous irez fouiller dans le glossaire. Ça peut être un bon outil pour démarrer un projet, avoir des compréhensions communes entre les différents partenaires lorsqu'on utilise les mêmes termes. Des fois, on utilise les mêmes termes, puis on n'a pas les mêmes définitions. Il y a une question qui est arrivée. Donc, de Thierry Lessen, comment feriez-vous pour intégrer l'appréciation des écarts de niveau de culture en termes d'innovation sociale entre les parties prenantes au moment du lancement et au cours du projet? Donc, peut-être Gabriel ou Maxime, ça peut être un mix, tous les deux. Je suis encore en train de décortiquer la question. Là. C'est, oui. Dans le fond, c'est qu'il y a des connaissances très inégales, des expériences très différentes des participants par rapport à l'innovation sociale, par rapport à son jargon, quand on lance un projet. Je n'ai pas une réflexion très avancée sur le sujet au niveau j'ai pas de recommandations sur des activités organisées ou des trucs pédagogiques sur comment amener tout le monde sur le même plan. Nous, ce qu'on a fait, c'est consulter la littérature et les praticiens au Québec principalement, mais aussi en Occident de manière plus générale. On a regroupé ça dans nos outils, puis on offre ce qui peut, on espère, servir de langage commun. Après, sur la façon de venir les présenter à divers intervenants, ça vous appartient, puis on sera heureux de vous entendre si vous avez des retours d'expérience.
J'espère que ça répond. Merci, Gabrielle. J'espère que ça répond à la question. C'est pas tant une question qu'une proposition. Donc, oui, ça répond à la question. Parfait, Monsieur Thierry. Maxime, je ne sais pas si vous avez des fiches de présentation de vos outils, de vos projets. Une personne dit ça serait intéressant d'avoir la présentation, tu sais, une fiche concrète d'un projet. Puis là, elle reprenait comme celui des ustensiles de cuisine. Donc, je ne sais pas si vous avez présentation de vos projets. Je ne suis pas prêt à présenter les fiches d'évaluation des projets. Non, là. pas de l'évaluation, mais peut-être de la présentation du projet, mais peut-être que vous n'avez pas ce genre de présentation de projet, là, mais c'est juste une suggestion. C'est possible d'aller voir je peux partager des liens vers si vous voulez en apprendre plus sur les expérimentations conduites dans le cadre de Montréal en commun. Donc, il y a des webinaires qui sont faits toutes les 3 semaines environ, où est-ce que les partenaires viennent présenter. Il y a Cantine pour tous qui avait présenté, je pense, en janvier ou février dernier, son projet, les premières étapes d'expérimentation et tout ça. Donc, si vous voulez en apprendre plus, je vais partager le lien sur Medium qui vous donne accès à l'ensemble des webinaires qui ont déjà été enregistrés. Je suis sûr que ça va pouvoir vous donner beaucoup d'informations si vous voulez en apprendre plus sur les expérimentations en cours dans le Montréal en commun. Merci, Maxime. Je pense que c'est exactement, les gens voulaient avoir un cas concret. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, écrivez-nous là. Il n'y en a pas pour l'instant. Bon, ça fait pas mal de tour. Merci, Maxime. Donc, dans le clavardage, là, Maxime Thibault-Vizina vous a partagé le lien pour aller voir des projets de Montréal en commun. C'est un organisme qui existe. Donc voilà. Donc, ça met fin pas mal au webinaire, à moins que vous ayez d'autres questions qui vous viennent. Donc, on vous remercie pour votre présence. On vous invite aussi, là, on vient de vous mettre dans le clavardage le lien direct pour mettre votre appréciation sur le webinaire d'aujourd'hui. Donc, un court sondage de satisfaction. Ça nous aide à se réajuster et à bonifier nos prochains événements. Donc, merci de le remplir en grand nombre. Et sinon, ça fait pas mal le tour. Merci à Maxime Thibault-Vizina des laboratoires d'innovation urbaine de Montréal. Donc, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci à Gabrielle Saleté-Beaulieu du TIES. Merci Marie-Chantal Paquette du RQS d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir participé. Puis, encore une fois, allez voir les outils, mettez-les, ils sont à faire vivre. Voilà. Gabrielle, est-ce que tu voulais quelque chose? C'est ça, juste en conclusion, là, c'est les outils qu'on a conçus à l'issue de cette démarche de 2 ans peuvent eux-mêmes être considérés comme des prototypes. Donc, on n'a pas pris de décision sur la suite, mais on sait qu'ils doivent être testés. On sait qu'ils devront potentiellement être ajustés. Puis, on vous les offre en espérant qu'il y a des gens qui se l'approprient, comme Maxime Aulieu a commencé à le faire, comme d'autres m'ont témoigné qu'ils allaient faire. Puis, on veut recueillir vos rétroactions, donc n'hésitez pas à contacter Marie-Chantal Paquette du RQS si vous avez des commentaires ou si vous voulez en discuter davantage avec nous, là, puis elle va vous mettre en lien. Donc voilà. Voilà, alors merci beaucoup à tous. Bonne fin de journée.